D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans D'un monde à l'autre, le magazine qui vous emmène chaque semaine d'un monde à l'autre. Après une belle saison, nous voilà arrivés au dernier numéro de cette saison. Un numéro qui vous propose des histoires du monde. On vous fera le tour de la Méditerranée et comme vous allez le découvrir, ce sera un tour passionnant et parfois surprenant. Du Liban, on vous emmènera en Algérie en passant par l'Égypte et on finira en beauté à Palma de Majorque. Des portraits, des histoires et des rencontres belles et passionnantes sont au menu aujourd'hui. Bienvenue à bord. D'un monde à l'autre. C'est avec une chanson que nous ouvrons le bal. Tania Salah nous emmène vers notre première destination, le Liban. يعجبها مجازك أنت شاعرها هذا كل ما في الأمر هذا كل ما في الأمر هذا كل ما في الأمر يعجبها اندفاع النهر في الإيقاع كن نهرا لتعجبها يعجبها جماع البرق والأصوات قافية تسيل لعاب نهديها على حرف فكن حرفا لتعجبها فكن حرفا لتعجبها ويعجبها ارتفاع الشيل من شيء إلى ضوء ومن ضوء إلى جرس ومن جرس إلى حس فكن إحدى عواطفها لتعجبها فكن إحدى عواطفها لتعجبها ويعجبها صراع مسائها مع صبرها. Un texte du poète palestinien Mahmoud Darwish chanté par la Libanaise Tania Salah. Le premier portrait que nous vous proposons, chers auditeurs, est justement le portrait d'un Libanais. C'est celui de Michael Haddad, un paraplégique qui a pu braver tout type d'obstacles en devenant athlète professionnel et en établissant des records. Voici le portrait et le récit émouvant de Michael Haddad. Portrait. Transformer la paralysie en pouvoir est l'objectif de Michael Haddad, un jeune athlète paraplégique qui s'est déjà fait connaître par ses exploits au Liban et qui se lance aujourd'hui dans une aventure inédite afin de promouvoir la lutte contre le changement climatique. L'histoire de cet athlète de 32 ans a commencé avec un accident qui a mis fin à tout espoir qu'il puisse jamais remarcher un jour. Mais à mesure qu'il grandissait, Michael combattait vaillamment les pensées négatives qui sans cesse l'assaillaient. Petit à petit, il a pu apprendre à vivre avec son handicap, refusant de céder au défaitisme. À l'âge de 6 ans, j'ai fait un accident de jet ski qui m'a laissé paralysé du torse aux pieds et qui a mis fin à tout espoir que je puisse remarcher un jour. Mais j'ai refusé de céder au défaitisme en me posant plutôt la question: quelle est la chose la plus difficile que je pourrais faire de mon vivant? C'est ainsi que j'ai entamé mon parcours. Ces 5 dernières années, j'ai collaboré avec des universités de la région MENA et du Liban en particulier pour développer des outils de rééducation pour prouver que nous pouvons transformer la paralysie en pouvoir. Parce que le vrai handicap réside dans l'esprit et non pas dans le corps, c'est ma conviction.
Et si on cherche plus loin, le handicap réside en fait dans la terre. إذا بدنا نفتش عليها مزبوط موجودة بالأرض. Michael Haddad a cassé tous les records et ne cesse de lancer et relever des défis extraordinaires et sans précédent, malgré son atteinte d'une paralysie corporelle de 75%. وبصفة يعني مثل ما شفتي كمان إنه قدرت عملت 3 أرقام عالمية. J'ai fait 3 performances et records internationaux pour montrer que nous pouvons surpasser la paralysie. Nous restons des êtres humains et les handicaps n'existent pas. Avec la foi et la volonté, rien n'est impossible. Il faut persévérer et croire en ce que vous voulez faire. Moi, je suis ambassadeur de bonne volonté du programme des changements climatiques des Nations Unies. Et mon initiative consiste à marcher pour la Terre, pour mettre fin au changement climatique. Parce que le changement climatique est le plus grand défi de l'humanité aujourd'hui. المثابرة وعندك تآمني بالشيء اللي بدك تعمليه ولأنه هون أطلقت أنا حملة القطب الشمالي لأنه مثل ما بتعرفي أنا سفير التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة عم نمشي كرمال الأرض عم نمشي كرمال نخلص العالم من التغير المناخي لأن التغير المناخي هو الخطر الأول للإنسانية والبشرية لأنه هو هلأ بده يبيد الإنسانية والبشرية. Marcher ne se limite donc pas pour Michael Haddad à pouvoir déplacer sa masse corporelle pas à pas, car chaque pas comporte un message. En octobre 2013, il a réalisé son premier record du monde en marchant 19 km, soit 60 000 pas, dans les montagnes libanaises avec un cèdre sur le dos, bravant les éléments naturels et parfois à des températures sous la barre du zéro. Son exploit a incité la municipalité de Bcharé, au Liban, à planter 60 000 cèdres en hommage aux 60 000 pas de Michael. أول شغلة مشيت من أرز بشرة لأرز تنورين اللي هي غابتين الأرز ببشرة 60,000 خطوة. Mon premier record était de franchir 60 000 pas le 24 octobre 2013, de la réserve de Bécharé à celle de Tanourine. C'était un défi extraordinaire et sans précédent qui a duré 3 jours. Et à chaque pas, nous avions un message. C'était la reforestation. La manière aussi avec laquelle nous avons fait cette performance était originale et a donné une autre ampleur à l'action. Moi, je porte un corps de 100 kilos. Imaginez en plus un cèdre sur mon dos tout au long du parcours. Cela aurait été impossible à porter s'il n'y avait pas une forte volonté et un contrôle mental qui vous donne une puissance extraordinaire. engineering performance وهيدا واكتشفنا انه اليوم الدماغ الانسان عنده قدره انه نحن نقدر نبرمجه تنعطي هذه البرفورمانس العاليه كتير اللي عملناه هو هذا الشيء رساله للبشريه وللانسانيه انه لازم نحن نخلص الارض والطريقه اللي نحن اللي عملنا فيها الامبلمنتيشن هي اتس اباوت انجينيرينج بيرفورمانس شيء يدرس قديش طاقه الانسان تيعمل نيوروبلاستيسيتي ويعطيك L'impossible n'est donc pas libanais. Il n'existe pas dans le dictionnaire de Michael Haddad. Le jeune paraplégique prépare une expédition visant à parcourir 100 km au pôle Nord. Le pôle Nord est en train de fondre d'une manière considérable et c'est le premier indicateur du changement climatique. Donc j'ai décidé d'y aller pour montrer ce que l'être humain est capable de faire et pour livrer un message. Évidemment, il faut placer ce message dans un cadre académique pour en faire profiter l'humanité. هون بنجي بنحكي عن البرفورمانس اللي بدنا نعمله بالقطب الشمالي مثل ما بيقولوا مثل ما قال رئيس الجامعه اللبنانيه الامريكانيه ببيروت. Le doyen de la faculté américaine de Beyrouth avait dit « Envoyez Michael Haddad marcher 100 km au pôle Nord. C'est comme si on envoyait une personne marcher sur la Lune. Et c'est ça le challenge scientifique. La performance en elle-même est une combinaison entre plusieurs disciplines. Entraînement, régime alimentaire, physiothérapie, différents aspects en rapport avec la neurologie. Elle servira à expliquer comment une personne paralysée à partir de la taille est capable d'une telle performance. Nous voulons relier tout cela au cerveau humain et son fonctionnement d'une part, et profiter d'autre part de cette expérience pour créer une nouvelle technologie d'exosquelette qui permettra aux paraplégiques de marcher à l'avenir. Rien ne peut empêcher une personne à atteindre ses objectifs si elle est armée par une volonté solide. C'est une belle leçon de vie que nous donne Michael Haddad. Moi, j'apprends tous les jours. Et ce que j'ai appris surtout, c'est que nous vivons toujours pour les générations futures. Donc, ce qui importe, c'est l'empreinte que nous allons laisser au monde, aux générations futures. تقدر نخلص فيها الإنسانية مش مهم نحن شو بنعمل هون مهم نحن شو بنعطي انسبيريشن للعالم اللي بدها تجي من ورانا وهذا هو أهم شيء.
Voilà une belle leçon de vie que nous donne Michael Haddad. Notre transition sera musicale. C'est un pont qui nous emmène du Liban à l'Algérie. Notre pilote est une italo-algérienne. Elle s'appelle Talia. Nous voilà arrivés en Algérie grâce à la voix de Talia. Nous atterrissons à Alger. Voici pour la suite un voyage sonore au cœur d'Alger. C'est un film documentaire sur Alger, Note blanche, que nous vous proposons d'écouter, un film de Yazid Arabe. D'un monde à l'autre. Note blanche est un film documentaire de Yazid Arabe. Le réalisateur Yazid Arabe raconte la ville d'Alger à partir des sonorités qui l'habitent. Les appels à la prière, les voix des posticheurs qui occupent les marchés et les trottoirs, le bruit des moteurs des pêcheurs à la traîne qui accostent ou qui partent très tôt le matin, dans une ambiance bruyante où les premiers rayons du soleil commencent à peine à pénétrer la ville. Quelques pêcheurs partagent déjà leur premier café. Le jour s'est levé, nous voilà au marché. دوكا لا شي هادو ناقصه شويه صح الخدمه صباح شويه 12 اختي حاجه شابه اختي والله ما تدمي عليهم هاي تشوف يا رواحي ويلي كيدي مدام ها. Ensuite, dans la station de bus, une place très animée où les sons et les bruits se mélangent.
Les receveurs, tout souriants, accueillent les visiteurs. هاي الغاية بلاصة الغاية. هاي بلاصة الغاية ورايح. هاي الحجة بلاصة. هاي بلاصة الغاية. اطلع. اروح الحجة. بلاصة الغاية بلاصة. هاي بلاصة الغاية ورايح. Et il ne manque pas d'humour. Tirons la ceinture, mesdames et messieurs. Attachez-vous la ceinture. L'avion, elle va décoller la ceinture, la ceinture. Voilà. Des, l'ouest. Allez, va. L'avion, elle va décoller. Bye bye. La ceinture, mesdames et messieurs. Merci. C'est bon, c'est complet. Après les bruits des villes, des navires, des bus et des voitures, retour au calme dans les vieilles rues d'Alger. Une femme avec son safseri blanc traverse la ruelle, son couffin à la main. Les habitants montent, d'autres descendent et d'autres étalent le linge sur les toits des maisons blanches. À la fin de la journée, nous voilà au bord de la mer. Des enfants jouent, d'autres, moins jeunes, observent le large et comptent les vagues. Quelques amateurs de pêche finissent également leur journée ici, sur les rochers, en face de la Grande Bleue. La nuit tombée, nous revoilà au centre-ville, là où nous avons démarré. Des jeunes jouent au domino autour d'une tasse de thé. D'autres font la prière. Note blanche, un documentaire de Yazid Arabe. L'invité. Yazid Arabe, le réalisateur de Note blanche, est avec nous depuis Alger. Bonjour. Bonjour. On vient d'écouter Note blanche. Yazid Arabe, racontez-nous tout d'abord la jeunesse de ce film documentaire. Comme l'indique le synopsis, hein, voilà, en fait, c'est des vibrations sonores qui envahissent la ville d'Alger. Voilà, de l'aube au crépuscule. En fait, je raconte une journée, comment on passe une journée à Alger. En fait, on visite Alger grâce au son. Vous parlez d'une identité sonore, en fait. Vous parlez de l'identité sonore de la ville d'Alger. Exactement. Ouais. Vous pensez que chaque ville a sa propre identité sonore? En fait, c'est pas que je le pense, mais je pense que toutes les villes, elles ont leur propre identité sonore. Parce qu'on peut dire qu'il y a un immeuble qui rassemble un autre à Marseille ou à Tunis ou à Alger, mais pas le son. Le son est toujours différent. Oui. Voilà. Et alors ce film, justement, pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous avez réalisé Note blanche, un film qui rassemble différents sons de la ville d'Alger? Parce qu'on se promène, en fait, dans ce film. En fait, j'avais un défi
C'était un défi, parce que je me disais, est-ce que je peux raconter une histoire grâce au son, parce que comme on le sait tous, il y a trop peu d'ouvrages qui traitent de l'utilisation du son dans la réalisation filmique. Je voulais vraiment comprendre ce que le son et le pari que je pourrais en tirer. Voilà, d'ailleurs, dans la formation et la culture du cinéaste, le son continue d'être un parent pauvre par rapport à l'analyse de l'image d'écriture du scénario. Oui. Voilà, donc j'ai fait un film expérimental. Mais c'est le contraire de ce que nous faisons à la radio. Exactement. En fait, ce que je voulais dire ou raconter ou mettre en exergue, c'est je voulais inverser les rôles. Pour une fois, l'image sera le support du son. D'accord. Voilà. Et combien de temps ça vous a pris justement pour réaliser ce film? Tout d'abord, j'ai fait des repérages à Alger. Je pense que j'ai eu... Vous avez repéré les centres névralgiques, hein, là où il y a vraiment beaucoup de sons. Hein. Exactement. Donc j'ai fait des repérages. J'ai commencé après à écrire le scénario. Voilà. Et je pense que... Je ne sais pas exactement la durée, mais je pense entre 6 mois, 5-6 mois. Voilà, et après j'ai envoyé ça au labo d'Alger, en fait, pour avoir participé au labo, pour avoir un financement. Donc le projet a été accepté. D'ailleurs, je tiens à remercier Xavier Liebar qui m'a beaucoup aidé. Et bien sûr l'ambassade de France, Action culturelle. Voilà, c'est grâce à eux que ce film existe aujourd'hui. D'accord. Et donc, c'est une nouvelle façon de faire, si j'ai bien compris, Yazid Arap. C'est l'image qui sert de support au son. Alors, les difficultés dans ce genre de travaux, justement, où ce sont, comme vous dites, ce sont les sons qui parlent, en fait. Il n'y a pas de protagoniste non plus, pas de parole du tout, en fait, pas de voix off. Vous avez parlé de pari, et je pense que c'est un pari gagné. Mais alors, quelles sont les difficultés, justement, quand on fait ce genre de réalisation? Les difficultés, en fait, quand je commence à filmer, vous savez, les gens, ils sont un peu... ils acceptent pas. Donc parce qu'il n'y a pas de mise en scène, c'est du réel. C'est du réel, exactement. Donc la difficulté, j'ai essayé de travailler comme un documentariste, c'est-à-dire d'aller questionner le réel. Voilà. Et surtout d'être là, de filmer, en fait, d'être un élément du décor, pas un intrus. Donc j'ai travaillé de cette manière. J'ai essayé de mettre les gens à l'aise. Voilà, c'était pas facile parce qu'à chaque fois aussi, il faut le dire, quand on filme l'extérieur, Alger ou ailleurs, hein, il faut toujours des autorisations de tournage. Après, il y a les gens aussi, voilà, ils sont un peu... Voilà, la caméra, en fait, on se libère pas quand on a une culture aussi où dès qu'on voit une caméra, on pose beaucoup de questions. Oui. Voilà, donc il fallait répondre à ces questions d'une manière à mettre à l'aise les gens. Voilà. D'accord. Et on sent qu'il y a un enchaînement dans ce film. Cela commence à l'aube avec l'appel à la prière. Ensuite, on se retrouve au port d'Alger, au marché, dans les transports en commun, pour finir en fait là où on a commencé. Donc, vous décrivez en fait une journée à Alger, c'est ça? Effectivement, en fait, Alger, dès qu'on vient, le matin, en fait, à l'aube, on entend l'appel à la prière. Effectivement, il y en a une picherie à Alger, le port d'Alger, comme Alger, il est... En fait, il y a ce qu'on dit à chaque fois, qu'on a la plus belle baie du monde, mais on ne sait pas, hein, peut-être par... parce qu'on est algérien, hein, je ne sais pas, mais Alger, il y a la présence de la mer, donc il y a du poisson et tout. Et dans une ville aussi, dans toutes les villes, là, après on a les moyens de locomotion, ça se déplace et tout, et bien sûr, tout se fait... Il y a les marchés aussi pellulent un peu partout. Mais il y a beaucoup d'humour aussi. Oui. Enfin, on a vu beaucoup d'humour, hein, surtout dans la station de bus, à la façon avec laquelle les receveurs accueillent les voyageurs, c'était très sympa. Merci. Donc, c'est vrai que l'Algérien, en fait, il a beaucoup d'humour. Hein, et quand on utilise l'humour, en fait, ce que dit, voilà, là, je vais parler de... l'humour aussi, c'est une émotion, être heureux et tout, donc c'est de la joie. Donc, je vais paraphraser Spielberg, il disait que mettez de l'émotion dans vos films,
sans respecter les règles, ça marchera toujours. Hein. Voilà, donc on essaie de mettre de l'émotion. Et effectivement, après, il faut la capter, il faut être là, il faut attendre. C'est ça, en fait, le documentaire, il faut toujours avoir des longueurs, attendre que pour avoir une immersion, quelque chose qui va se passer. Voilà. Alors, ce film a été primé? Primé, non, mais par contre, il a eu une longue vie. Il est passé au festival arabe d'Oran, à la semaine du cinéma algérien à Lille, aussi à Alger, au centre culturel français, aussi sur RFI, etc. Voilà. Eh bien, ça passe aussi sur RTCI. On espère voir ce film prochainement dans les festivals de films documentaires à Tunis, pourquoi pas. Yazid Aram, vous travaillez sur d'autres créneaux, à part le documentaire, sur les fictions ou d'autres créneaux? Et effectivement, en ce moment-là, j'écris une fiction. Ça narre un peu, ça raconte un peu tous ces mariages-là via le net, comment on arrive d'abord à créer de l'émotion avec les réseaux sociaux. Voilà, en même temps, il y a un phénomène où des jeunes Algériens, je ne sais pas en Tunisie, je pense que si c'est le même cas, ils épousent des femmes d'un certain âge pour aller s'installer dans des cieux plus cléments. Ils veulent quitter leur pays. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie Yazid Aram. Bonne continuation et merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je remercie aussi tout le personnel de RTCI et longue vie à cette radio. Merci beaucoup. D'un monde à l'autre. C'est toujours d'un monde à l'autre. On poursuit avec une chanson algérienne. Voici le groupe Kuntara, un groupe qui propose la rencontre de 4 univers musicaux, les musiques traditionnelles charbi, le quatuor à cordes classique, les musiques actuelles et le jazz. C'est parti. الصياضاوي والليل الرصام مزاد الحرير مدحب الكفوف يا مقنا نزلت عنشوف نقلب رعد وانا خوف نروحو في طيرين ونتايل جراحو تالي جاني مجروح طالب طيري علق مع الطيار وراحو عيد اللي كان اليوم يروح بني له غاب علي عوام وعلى محبته كيف جرى ننساه اشجى وعده يا وعده ياك محبتنا من الله اللي سنسه ما قال جفاه يصلاحو بعد ما تولى مسبوح طالب طيري علق على الطيار وراحو جيت لي كان اليوم يروح
يفيد الكلام الحاج بين قوسي في ترتابي العداوي الخال غرابي عمري في دموع ربي فجيك ربي صنعت ربي والجوار لاحوم شهدا ولا ممنوع قالب طيري على الخيار وراحوا اللي كان اليوم يوم D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre se poursuit. Nous restons en Afrique du Nord. Notre prochaine destination est la ville d'Alexandrie, qui fut fondée en 332 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand et qui devint dans l'Antiquité le premier port d'Égypte. Elle fut à son époque l'un des plus grands foyers culturels de la Méditerranée. Sa bibliothèque superbe est en son contexte l'un des principaux fondements de sa notoriété. La bibliothèque, qui fut détruite à plusieurs reprises, a été reconstruite et inaugurée en 2002. Elle dispose alors de la plus grande salle de lecture au monde, occupant 7 des 11 étages du bâtiment principal, offrant 2000 places assises, 180 salles d'études et devant héberger à terme 8 millions d'ouvrages. Voyage au cœur de cette histoire fascinante. Reportage. La fabuleuse bibliothèque d'Alexandrie fut créée au IIIe siècle avant notre ère sous l'ordre des Ptolémées, peu de temps après la fondation de la ville et son statut de nouvelle capitale d'Égypte par Alexandre le Grand. Elle est considérée comme une des réalisations les plus remarquables dans l'héritage de l'Alexandrie antique. La bibliothèque d'Alexandrie fut fondée par Ptolémée Ier, roi d'Égypte aidé de Démétrios de Phalère, philosophe athénien, élève d'Aristote. Ptolémée développa une politique d'achat systématique. La bibliothèque, riche de 50 000 volumes, à raison d'un seul exemplaire par volume, fut agrandie par son fils Ptolémée II, lequel contribua à son rayonnement. Sa gestion fut confiée à des hommes de lettres de grande renommée. Les moyens mis en œuvre pour constituer les collections étaient très énergiques. Tous les vaisseaux arrivant au port d'Alexandrie devaient remettre les livres qu'ils transportaient. Les rouleaux étaient immédiatement recopiés, les copies remises aux propriétaires des livres, les originaux restant pour le musée. La plupart des œuvres écrites de l'Antiquité furent conservées dans ces collections, à partir desquelles des copies furent réalisées et diffusées dans les bibliothèques du monde entier. En 47 avant Jésus-Christ, au cours de la guerre civile entre Jules César et les partisans de Pompée, un incendie est allumé sur ordre de César pour détruire la flotte égyptienne et les arsenaux. Le feu s'étend à certains entrepôts de la bibliothèque, riche alors de 700 000 volumes, en anéantissant quelques 40 000. Reconstruite, elle est détruite à nouveau 5 ou 6 fois. Les sources sont extrêmement limitées et les positions des historiens tout aussi tranchées les unes que les autres. Aucune trace matérielle de la bibliothèque d'Alexandrie n'a été à ce jour identifiée ou retrouvée.
L'absence d'éléments matériels met donc les chercheurs dans l'impossibilité de valider, infirmer ou corroborer les dires des sources qui, au fil du temps, ont pu être manipulées, incomprises ou interprétées dans un sens ou un autre. Le 26 juin 1988 est posée la première pierre de la nouvelle bibliothèque patronnée par l'UNESCO et financée en partie par de nombreux pays. La bibliothèque restaurée d'Alexandrie ouvre ses portes le 23 avril en 2002. Dr Mustafa Al-Fiqi est le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie est un héritage historique très important. Il fallait absolument la reconstituer et la reconstruire sur le même lieu où elle a été détruite. Beaucoup de partenaires de la communauté internationale et des pays arabes se sont mobilisés et se sont réunis autour de ce projet, qui est aujourd'hui un véritable joyau architectural. La bibliothèque comportera une très grande salle de lecture avec pas moins de 2,5 millions d'ouvrages, un centre de conférences, des galeries d'art pour des expositions permanentes et temporaires, ainsi qu'un planétarium. Il y a aussi du théâtre, du cinéma et de la musique. L'une des dernières publications de la bibliothèque d'Alexandrie est un ouvrage sur les mosquées en Grèce. Nous avons publié un livre très important sur les mosquées en Grèce, car ce pays s'intéresse beaucoup à ce sujet, et nous avons d'ailleurs offert une copie au président grec. Ma thèse de doctorat était sur les Coptes dans la politique égyptienne, et comme vous le savez, les Coptes, ce sont les chrétiens égyptiens. Et même si je suis musulman, je m'intéresse beaucoup au sujet des Coptes. Ce livre a été traduit en français et en plusieurs langues. La bibliothèque s'intéresse au patrimoine, aux civilisations anciennes, à toutes les cultures que l'Égypte a connues. Et notre projet en cours, c'est un musée sur les religions. Ce sera dans un ancien palais que l'État nous a offert et dans lequel nous allons mettre en place un musée sur toutes les religions que l'Égypte a connues, à commencer par celle de la préhistoire, les religions monothéistes, ensuite l'époque grecque et romaine, les Coptes et finalement les musulmans. Et nous allons nous pencher aussi sur le patrimoine juif et c'est là un message de tolérance que nous adressons à l'humanité. À quel point cette bibliothèque jouera un rôle dans le dialogue des cultures? Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de délégations que nous recevons tous les jours des 4 coins du monde, au moins 2 par jour, d'autant plus que nous sommes au cœur de la Méditerranée. Nous avons des échanges avec les pays du monde arabe, comme la Tunisie par exemple, qui est un pays frère, ou le Maroc ou l'Algérie, et nous nous intéressons aux histoires des uns et des autres. Nous écrivons aussi bien l'histoire de l'université d'Al-Azhar et ses savants que celle de l'université Zaytoun et ses savants Échir. Nous cherchons aussi l'excellence et la créativité dans les travaux. C'est l'objectif de la bibliothèque. Que ce soit dans les travaux relatifs à l'histoire, aux civilisations contemporaines, à la culture ou aux sciences, nous visons et cherchons l'excellence. Nous avons par exemple le centre Majdi Yacoub des sciences médicales. Ce centre porte le nom d'un célèbre chirurgien. Nous avons également le centre Zey Hawes de l'égyptologie et d'autres centres qui portent les noms de savants et de chercheurs très importants comme Brahim Shahata qui était le directeur de la Banque mondiale. Voilà, nous avons des centres pour la recherche scientifique et la créativité. Évidemment, nous rendons hommage à tout le monde, à des chercheurs du monde entier. Nous ne pouvons pas nier l'apport d'Ibn Khaldoun, par exemple, l'historien et sociologue tunisien. Intellectuel, historien, écrivain et professeur, Mustafa Al-Fiqi est également un diplomate hautement qualifié avec une longue expérience dans les domaines politiques et culturels, une expérience acquise au cours de sa prolifique carrière internationale. Le travail diplomatique nous permet de voyager et de découvrir. Moi, j'ai travaillé en Inde, en Grande-Bretagne, en Autriche et dans plusieurs pays européens. Et ceci m'a appris que l'homme, l'être humain, est le même partout et que nous partageons tous le même héritage humain. C'est la raison pour laquelle nous axons nos travaux sur ce que nous avons en commun. Dans toutes les civilisations, vous trouverez qu'il y a beaucoup qui rapprochent les peuples. Toute civilisation appelle à l'amour et à la paix, réfute la violence et la guerre, et c'est ce à quoi nous appelons aussi. Les religions aussi ont les mêmes valeurs et appellent à l'amour et à la fraternité, et notamment l'islam.
Bien sûr, l'islam est une religion d'amour et de tolérance. C'est tout à fait le contraire de l'image qu'on lui attribue aujourd'hui. Moi, je dis que le terrorisme et l'intégrisme est un complot contre l'islam. La religion a été instrumentalisée. On a tout fait pour attirer l'attention sur ça. Mais en vain. وليس ابدا كما يصورونه الان بالعكس انا بعتبر الارهاب والتطرف مؤامره على الاسلام مستخدمين الاسلام لضرب الاسلام ونحذر من هذا ولكن لا احد يسمع. Mettre en valeur ce que l'humanité a de commun est la priorité de la bibliothèque d'Alexandrie aujourd'hui, qui a rouvert ses portes dans un complexe moderne. Un complexe qui cherche aussi à raviver la lumière intellectuelle qui autrefois brillait depuis Alexandrie. L'extérieur du bâtiment est habillé de 120 caractères, écrits en différentes langues, comme référence à la richesse du savoir dans le monde entier, autrefois contenu dans la fabuleuse bibliothèque. Après l'Alexandrie, nous terminons notre voyage en Espagne où nous allons vous parler d'une plante endémique, la Posidonia. Ce sera après ce pont musical entre l'Égypte et l'Espagne justement. Voici Hamza Namira. تعاتبنا وقعدنا وشربنا يوما تعاتبنا وقعدنا وشربنا الشراب العالي يا ويلي والحالي تحت عود الزان يوما تعاتبنا وقعدنا وشربنا No hay flor como la amapola, mi cariño como el mío te dará vida, ay, yali, que yali, nay, 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 nay. Ay, mi marido me ha pegado, mi marido me ha pegado, porque me gasta todo el dinero y en un borrico caviar pelado. Porque me gasta todo el dinero y en un borrico caviar pelado. Gloria y primo de la Huerta de Valencia, yo traigo gloria y primores para alegrarle la asistencia a todo el que sufría de mal de amores, para alegrarle la asistencia a todo el que sufría de mal de amores. والله صابح ماشي والله صابح ماشي قولوا من العين
magnifique fusion musicale entre l'Égypte et l'Espagne. Nous sommes au cœur de la Grande Bleue et c'est là que nous terminons notre voyage en Méditerranée. En fin de parcours, nous allons nous intéresser à notre flore, à une plante, la Posidonie, une plante mal aimée des touristes et pourtant essentielle, voire vitale pour la Méditerranée. Les Posidonies sont des plantes à fleurs sous-marines, réservoirs d'oxygène pour les fonds marins, viviers pour le développement et la croissance des poissons. La Posidonie est si précieuse pour la Méditerranée qu'elle en est l'une des 5 espèces qui sont désormais protégées. Reportage. À l'île de Palma de Mallorca, l'une des îles espagnoles des Baléares, Matteo Trivelli est l'un des gardiens de la Posidonia, une plante fragile et magnifique. Matteo a lancé il y a quelques années un festival dédié à cette plante pour joindre l'utile à l'agréable, divertir tout en sensibilisant sur l'importance et la fragilité de la Posidonia. I am Matteo Trivelli, I'm the director of Festival Posidonia. Je suis Matteo Trivelli, je suis le directeur du festival Posidonia, organisé par l'association Posidonia, une association à but non lucratif basée à Majorca. La Posidonie est une plante, en anglais on l'appelle seagrass, mais partout en Méditerranée on l'appelle Posidonia. C'est une plante sous-marine qui protège les plages et qui permet à plusieurs poissons et espèces sous-marines de survivre. To a lot of fishes and other lives in the sea. C'est pourquoi les plages sont belles ici. Oui, mais pas uniquement à Majorca, c'est le cas de toutes les plages des îles Baléares. La plante est d'ailleurs une plante endémique de toute la Méditerranée. On la retrouve en Sardaigne, en Espagne, un peu partout. Cela filtre l'eau et protège les plages. Donc, plus nous avons cette plante, plus l'eau sera transparente et propre et meilleures seront nos plages. It filters the water and protect the beaches, and so the more we have this plant under the water, the more the water is transparent and clear. La Posidonie est une plante à fleurs marines, présente dans presque toute la Méditerranée et uniquement en Méditerranée. De même que l'olivier est le symbole de la Méditerranée continentale, la Posidonie caractérise la Méditerranée sous-marine. Elle tire son nom du dieu grec de la mer. Ces peuplements, qui ressemblent à des prairies, sont en réalité des forêts offrant des services sans équivalent à l'échelle de la planète. Ce n'est pas non plus par hasard si elles dominent le littoral méditerranéen d'est en ouest et du nord au sud. Venant du fond des âges, la Posidonie a survécu au pire cataclysme depuis le temps des dinosaures. Résistera-t-elle à l'homme moderne ? L'histoire nous le dira. J'aimerais dire que nous faisons un festival. C'est pourquoi nous focalisons sur les messages positifs. C'est vrai que nous parlons des problèmes, mais nous parlons aussi des solutions. Et tant que nous communiquons de façon positive, nous trouverons des solutions. A better memory of what we are talking about if we are positive about this. Et c'est la fin de ce numéro de D'un monde à l'autre. Nous terminons sur des notes festives et estivales, une chanson sur Mallorca. Ce numéro a été réalisé par Wafed Bouzaïda. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Que tú me pones nerviosa. Ya cuando me ha dicho mi mamá que si me ves
D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI.